Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. On va aller faire retour à Ottawa et en Écosse ce matin avec Frédéric Bérard. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. J'aime beaucoup Ottawa, mais j'aime beaucoup plus l'Écosse par contre. OK, mais parfait. Mais quoi, qu'est-ce qui se passe en Écosse? Parfois, il peut y avoir du bon et du moins bon parce qu'on sait que les grands dirigeants de la planète, ou presque tous, il y en a qui sont absents, sont réunis à Glasgow pour discuter des enjeux environnementaux dans le cadre de la fameuse COP26. J'aimerais qu'on aborde ça sous deux thèmes. Ceux qui vous lisent régulièrement dans vos chroniques ou aussi vos livres, vous êtes assez préoccupés par tout ce qui est la question climatique. Donc, j'aimerais tout d'abord parler de la COP26 avec Frédéric Bérard, l'optimiste, ce matin. Ça va être court à ce moment-là parce que vous avez parlé des grands dirigeants qui sont à Glasgow. Il y en a des petits aussi, ceux qui essaient de nous faire croire qu'essentiellement tout va bien. François Legault nous a dit moi je suis pas un éco-anxieux, ça on l'avait déjà remarqué, on vous remercie. Pour le reste, est-ce que vous m'avez demandé d'être optimiste, c'est mal parti, hein? Alors je recommence. Est-ce qu'on peut penser que ce genre de rencontre-là puisse donner quelque chose? Il est permis d'être cynique, mais en même temps, c'est l'optimiste qui parle. J'ai entendu hier le discours de Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, qui envoyait des messages très forts à ses membres, aux membres de l'ONU, en disant là c'est sérieux, la Terre est sur le point de se carboniser. Ce n'est pas le terme qu'il a employé, mais c'était tout près d'eux. Il y a Boris Johnson, qui est le premier ministre britannique qui accueille en fait la conférence en question, qui a répondu très clairement aux accusations de Greta Thunberg en disant justement, elle a un peu raison, il faut cesser de faire du blablabla. Ça prend des actions solides. Pensons à nos enfants, pensons à nos petits-enfants, pensons à ceux qui vont naître. Bon, on est encore dans le domaine de la parole, mais au moins, il semble y avoir une espèce de discours alarmiste qui reste un discours pour l'instant, mais quand même qui existe, qui n'existait pas il y a de ça quelques années à peine. Alors ça, c'est pour l'optimisme. Bon, là, passons maintenant au visage plus cynique, vindicatif. Qu'est-ce qui peut ressortir de cet exercice? Dans le fond, seulement, est-ce qu'on a appris des leçons de l'accord de Paris de 2015? Moi, j'aimerais bien, mais malheureusement, non, justement, on n'a pas appris des leçons de Paris. Si la totalité des pays, c'est-à-dire presque chacun d'entre eux, qui ont signé l'accord de Paris, respectaient leurs engagements à ce niveau-là, en fait, leurs engagements actuels, selon la tendance actuelle, on parle de 2,7 degrés de température, d'augmentation de la température planétaire versus l'ère pré-industrielle, alors que l'accord de Paris prévoyait un maximum de 1,5. Donc, en d'autres termes, ils se sont engagés, ils ont à peu près tous raté le coche. Certains d'entre eux vont respecter leurs engagements, mais même ça ne sera pas suffisant. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi la différence entre 1,5 et 2,7? La différence est énorme. Il y a une liste de pays, notamment des îles qui vont disparaître. Elle est disponible, cette liste-là. Il y a un paquet de pays en Afrique de l'Ouest, notamment. Bref, la plupart des pays qui sont limitrophes aux océans. La différence entre 1,5 et 2,7, on parle de mortalité, d'un taux de mortalité, Frédéric, qui est absolument inconcevable là, à première vue comme ça. Alors, pour le reste, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose avec ça, avec cette conférence-ci? Ça serait sympathique. Mais là, vous avez la Chine qui évidemment, comme souvent, traîne de la patte. Vous avez la Russie qui ne veut rien savoir. Vous avez Joe Biden qui essaie de jouer au diplomate. Et en tout ça, on a évidemment d'autres pays de moindre envergure là, d'un point de vue population et économie, comme par exemple le Canada, qui là essaie de jouer au leader. Mais moi, je suis content, ça c'est le côté optimiste qui revient, de voir Justin Trudeau jouer au leader, mais c'est parce que ça serait bien que ce soit pas seulement dans les discours. Justin Trudeau et son gouvernement, Frédéric, ont accordé 1,9 milliard de subventions à l'industrie pétrolière, pas plus tard que l'an dernier. Ça, c'est davantage que n'importe quel gouvernement conservateur de Stephen Harper. Il faut le faire. Il a acheté avec l'argent des contribuables un pipeline. Il a laissé de côté toutes sortes d'études environnementales pour aller de l'avant avec des projets pétroliers d'un point de vue sur le plan de forage, notamment dans l'océan Atlantique. Or, la seule réalisation que je peux accorder, moi, Justin Trudeau, d'un point de vue environnemental depuis 2015, là, ça commence à faire un bout de temps qu'il est là, c'est l'interdiction des pailles. Ouais. Je compte ça, je suis en faveur de ça, ça me fait plaisir, okay, c'est bien, là, mais je pense qu'il en manque un peu au final. Donc, en d'autres termes, que Justin Trudeau débarque là-bas pour faire son show et faire la morale,
franchement, il est quand même relativement bien culotté, là. Bon, on va revenir à Ottawa, Frédéric, parce que vendredi dernier, on apprenait que le fédéral interjetait donc une décision qui lui ordonnait d'indemniser les enfants des Premières Nations retirés de leur foyer. Là, on est dans le contexte de réconciliation depuis les derniers mois. Là, on voit que finalement, Ottawa encore retourne pour porter en appel. Comment on doit interpréter tout ça? Est-ce qu'il est là? Je sais pas, on va tenter de le rappeler dans quelques secondes. C'est sorti vendredi dernier, cette décision, et ça traîne depuis longtemps, là, depuis presque 14 ans, devant les tribunaux. Il y avait déjà eu une décision, et là, finalement, on le mentionnait en début de semaine, lorsqu'une nouvelle comme ça, une décision sort un vendredi en fin de journée, c'est souvent, on sait que les salles de nouvelles sont plus tranquilles, on veut éviter donc la couverture du week-end. Alors, on va voir un peu Frédéric Bérard, on l'a retrouvé. Comment on doit interpréter toute cette joute judiciaire entre Ottawa et les Premières Nations? En fait, c'est quelque chose de très triste et encore une fois qui souligne en quelque sorte une certaine forme d'hypocrisie, hein, Frédéric, parce que on a vu encore tous les discours de Justin Trudeau cet été en rapport à ce qui s'est produit avec les pensionnats autochtones et les découvertes macabres qui ont été effectuées. Ici, en fait, il s'agit d'une décision tribunal de droits de la personne qui remonte quand même assez loin, à 2009, et là, elle suit le processus judiciaire. Et cette décision-là disait quoi? Disait essentiellement la base. Et la base, c'est quoi? C'est de dire que ces enfants-là, donc les enfants autochtones, ont le droit aux mêmes soins, essentiellement, notamment des soins de santé, services publics, que d'autres enfants. Ça, il y a un principe qui s'appelle le principe de Jordan, qui a été reconnu par le tribunal en question, et donc de faire en sorte que parfois, comme dans certaines réserves, il n'y avait pas suffisamment de services offerts, ce qui est le cas, et les réserves sont de compétence fédérale, ces enfants-là ont dû être transférés dans des pensionnats. Donc, ce sont ces deux éléments-là, Frédéric, qui sont en cause ici. Les tribunaux canadiens, jusqu'à maintenant, systématiquement, ont reconnu la compétence ou la négligence, si vous aimez mieux, du fédéral à ce niveau-là. Et là, on arrivait à la ligne de 1, c'était pratiquement terminé, ça aurait dû être terminé, et le gouvernement fédéral a décidé d'interjeter appel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il demande à une cour d'appel de renverser les décisions initiales, et j'ai lu un peu ce qui s'est produit, et c'est vraiment, je trouve ça d'une hypocrisie absolument patente, parce que au final, ce que ça consiste à quoi? Ça consisterait à indemniser de manière raisonnable ces enfants-là, leurs familles, les réserves en question, et on pourrait passer à autre chose. En d'autres termes, ça ressemble beaucoup à l'environnement, tout ce que je viens de dire là, c'est-à-dire de beaux discours, mais dans les faits, franchement, on peut passer à autre chose souvent. Parce qu'on parle d'une compensation, entre guillemets, raisonnable et équitable. Comment on détermine ça? Parce que là, c'est très difficile. C'est pas nécessairement un chiffre qui peut régler tout ça, là. Si j'étais démagogue, Frédéric, je vous dirais que quand vient le temps de subventionner l'industrie pétrolière, money is no object, l'argent n'est jamais un problème. Alors, je vois mal pourquoi en matière d'enfants, on parle d'enfants dont les vies ont été saccagées. Combien ça vaut une vie d'un enfant saccagé? Allez savoir. Mais de commencer à jouer au comptable avec des vies humaines, essentiellement, parce que c'est ce dont on parle, je trouve ça relativement abject, surtout quand on sait qu'on vit au Canada, qui est un pays riche et qui a une responsabilité depuis plusieurs décennies face aux Autochtones, face aux enfants autochtones. C'est reconnu par tous les rapports de l'ONU systématiquement. Si on nous dit oui, vérité, réconciliation et tout le tralala, je veux bien, mais est-ce qu'on peut passer de la parole aux actes et laisser tomber les avocasseries, laisser tomber la judiciarisation de ce type de dossier qui, franchement, au final, déshonore le Canada parce que, remarquez bien, chacun des tribunaux en cause ici a reconnu la responsabilité d'Ottawa en la matière. Donc, en d'autres termes, il s'agit d'une volonté politique plus qu'autre chose. Merci beaucoup pour ces réflexions. On souhaite une bonne journée à Frédéric Bérard, l'optimiste, aujourd'hui. C'est bien sympathique. Et puis, il me reste une semaine pour... comment je dirais, pour travailler ce dossier et puis on s'en reparle. Merci beaucoup, Frédéric. Au revoir. Salut.